La 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 la. Quand j'ai décidé de mettre les bouchées doubles pour pouvoir me faire connaître et percer dans le monde de l'opéra et du chant lyrique, j'ai pensé qu'il fallait que je contacte personnellement plusieurs personnalités en France qui seraient susceptibles d'être touchées par mon art et ce que je fais. Et une des premières personnes à laquelle j'ai pensé, c'est Kerry James, d'abord pour son talent d'orateur, que j'admire depuis un moment, et puis aussi parce que je le savais proche du peuple, de ses fans. Et effectivement, ça a été très positif. Je l'ai contacté, il m'a répondu quasiment immédiatement pour me dire qu'il avait été sensible à ma démarche. Et 2 mois plus tard, il m'a contacté pour me dire si vous êtes disponible, venez demain à Paris, on termine le montage de la bande-son pour le film Banlieusard et j'adorerais avoir une voix de soprane lyrique à la fin du film. Très belle opportunité qui m'a été proposée par l'UOSSM, une ONG qui vient en aide aux médecins un peu partout dans le monde, donc dans des cas de situations catastrophiques ou de guerre. Et ils m'avaient déjà invité sur le parvis de l'hôtel de ville il y a 2 ans. Et ils ont réitéré leur invitation, et cette fois-ci dans ce beau lieu qui est l'Institut du monde arabe. Et c'était vendredi, ça s'est très bien passé. C'était donc avec Isabelle Aboulker, Je t'aime, qui est on appelle une vocaliste pour soprano éperdue, et qui est un véritable morceau de bravoure pour soprano colorature, et en même temps qui est un plaisir à chanter pour n'importe quelle chanteuse. On le sait, dans le monde de l'opéra, il faut aller vite. Et on a affaire, comme dans n'importe quel métier, à du jeunisme. Et il arrive un moment où on nous dit qu'il faut faire carrière, que c'est maintenant ou jamais. Cette phrase, je l'ai beaucoup entendue depuis l'année dernière. C'est pour ça que j'ai décidé d'avancer très vite pour pouvoir me faire connaître. Ma famille est là-bas, mes parents sont là-bas. Après, mes frères et sœurs sont tous éparpillés un peu partout en France et dans le monde. Mais voilà, oui, ma famille est là-bas. Mes parents sont d'origine algérienne, donc immigrés algériens. Mon père a fait fortune en Europe, voilà, quand il est arrivé juste après la guerre et après l'indépendance de l'Algérie. Voilà, c'est quelqu'un avec une culture assez incroyable et une richesse de culture, enfin une ouverture d'esprit qui est assez grande. Et mon père avait un rapport, enfin un lien avec la musique pendant sa vie en Europe. Voilà, il a eu contact avec de nombreux musiciens. Donc quand on était petit, il nous a bercé dans la musique, d'abord le rail, mais aussi d'autres formes et styles musicaux. Et puis ma mère, c'est elle qui a voulu saisir l'opportunité de nous inscrire en classe de musique quand on était tout petit. Elle venait d'arriver en France et elle a entendu parler de cette classe. Et puis je me rappelle, voilà, elle m'a fait répéter un air extrait de la mélodie du bonheur, voilà, pour pouvoir passer l'audition et entrer faire du violon. Parce que c'est une ville chère à mon cœur, que j'ai découverte il y a 2 3 ans en vacances. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une ville dans laquelle la qualité de vie est exceptionnelle par rapport à d'autres villes où j'ai pu vivre en France. Et voilà, moi je suis méditerranéenne, j'aime le sud, j'aime le soleil. Donc ça me fait vraiment du bien d'être dans cette ville. Et puis je trouve que culturellement, c'est une ville très riche aussi. Et notamment, je disais, la politique de l'opéra et de la vie musicale à Montpellier est vraiment superbe. C'est très intéressant comme question. Parce que du coup, comme Nathalie Dessay a existé, existe encore, et Keltoum a existé aussi, j'aimerais pouvoir être une personne qui n'existe pas encore et être un peu ce mélange entre les deux. J'adore la culture occidentale, la culture de l'opéra, et j'aime beaucoup aussi la culture, voilà, ma culture, la musique arabe et la musique orientale. J'aimerais vraiment pouvoir trouver un moyen d'allier les deux. Euh,
voilà, si c'était possible de chanter dans des opéras en arabe, ou pas forcément en arabe, mais dans des langues que je connais maintenant, mais avec une histoire qui soit proche de celle de l'Orient, ça me plairait vraiment beaucoup. Après, j'aimerais aussi beaucoup voilà, chanter à l'étranger, en Italie, aux États-Unis, passer des concours là-bas et être connue peut-être aussi à l'international. Enfin, j'ai pas de limite, pas de frontières. J'adore ce que je fais et j'aimerais pouvoir chanter avec d'autres personnalités. Il n'y en a pas, c'est vrai. J'ai cherché, alors chanteuse d'opéra, je précise, parce que là on a quand même la chanteuse Ménel, fait connaître depuis l'année dernière, ou peut-être même 2 ans déjà maintenant, qui, voilà, qui a une très belle voix, beaucoup de talent, et qui est française. Mais chanteuse d'opéra, non, il me semble qu'il n'en existe pas. C'est un obstacle oui et non, je dirais, parce que oui, parce que quand on nous voit avec un turban ou avec un voile, on se pose immédiatement la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi, quelles sont vos aspirations, voilà. Est-ce que vous en avez des aspirations avec ce turban ou ce voile? Et on se sent en plus assez agressé, attaqué, parce que c'est des choses en plus qui relèvent de l'intime et pour lesquelles on n'a pas forcément envie de parler. C'est simplement que, voilà, nous, on se sent, enfin, moi je me sens musicienne, chanteuse, je me sens moi-même voilà, citoyenne et française sans avoir besoin de parler de mes convictions ou de ma confession. Je veux dire, au quotidien, dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, si ce n'est à travers ce turban. Et puis non, parce que j'ai quand même eu la chance de rencontrer tellement de personnes qui ont été réceptives à ma musicalité, à ma voix, à mon envie de jouer, donc du théâtre sur scène, de pouvoir incarner des rôles et avancer aussi dans ma technique, dans mon travail du texte de chaque air d'opéra ou mélodie, que je me dis c'est pas vraiment un obstacle. C'est un obstacle pour ceux qui veulent le voir comme ça et puis ceux qui veulent avancer avec moi. Moi je suis ravie d'avancer avec eux. Alors ça c'est ma conception personnelle des choses. Je pense que vivant en Occident, euh, porter le voile fermé, c'était pas quelque chose qui correspondait à mes valeurs, à mon éducation, à ma manière d'avoir envisager le port du voile. Autant étant dans un pays arabe ou arabo-musulman, ça me dérange pas du tout parce que ça fait partie de la culture et du paysage. Autant ici en Occident, je trouve que c'est un geste, un pas que je fais vers l'autre et vers l'Occident en disant moi aussi je sais trouver un compromis et voilà, voilà mon compromis. On appelle ça, alors aujourd'hui, il y a un néologisme qui a été créé, le turbanista. Voilà, des femmes qui créent des turbans et effectivement, il y en a de plus en plus et ils sont magiques, merveilleux. Donc voilà, j'en profite. J'en ai une d'ailleurs ici à Montpellier qui en propose et chez qui je vais régulièrement, qui s'appelle Inès, fashionista, turbanista. Voilà. Là, je vais me positionner peut-être avec mon avis de professeur de français. Je dirais que chaque texte a une interprétation plus ou moins libre. Il y a l'interprétation qui est celle dirigée en grande partie par les pensées de l'auteur qui l'a écrit. Mais voilà, je reste quand même sur l'idée qu'on peut interpréter un texte de manière très personnelle et que même les textes voilà, dont on parle d'un personnage qui serait dans la séduction, même la séduction peut avoir une certaine forme de pudeur. C'est-à-dire que je pense vraiment que tout est jouable, tout est interprétable et je crois même que c'est un challenge d'envisager d'interpréter tout cela, tous ces airs-là, tous ces rôles-là avec mes convictions. Je vois pas d'empêchement. Le metteur en scène, si lui a un problème avec mon turban, eh ben, il n'acceptera pas de travailler avec moi tout simplement. Et je pense que l'obstacle se verra à ce moment-là dès le début. Mais je pense pas que les airs en soi, ou les opéras, ou les mélodies en soi nous empêchent de les incarner avec notre manière de s'habiller. Ou voilà. Je pense que tout est une question voilà, de perception. Si le metteur en scène décide qu'il faudra de la nudité, oui, non, là, ça me posera un problème, mais moi, je n'irai pas dans ce sens-là. De toute façon, je vois pas... personnellement, ça n'a pas d'intérêt pour moi là, de jouer la nudité sur scène.
Valentina Canavesio a envisagé ce documentaire il y a bientôt 3 ans, je crois maintenant. Elle a travaillé dessus de manière assez acharnée et volontariste pour parler donc du parcours de cette femme. Moi, elle m'a présenté les choses de cette manière. Elle a entendu parler donc de moi en tant que chanteuse lyrique et qui porte un voile et qui a des convictions. Et elle s'est dit que cette chose étant plutôt rare, c'était intéressant de pouvoir évoquer un peu mon parcours, mes origines, voilà, tout ce que j'avais pu vivre à travers ma musique depuis toujours. Et elle m'a donné voilà, la chance de pouvoir m'exprimer dans ce documentaire, Marianne. J'ai eu beaucoup de chance quand même dans ma vie et dans mon parcours. J'ai vraiment eu des parents qui étaient extrêmement aidants, présents, qui nous ont donné énormément d'affection et qui nous ont beaucoup appris de par leur éducation et qui ont voulu aussi qu'on s'éduque énormément. Je remercie moi ma mère toujours énormément parce que c'est elle qui a voulu tout petit 6 enfants. Elle a voulu que voilà qu'on aille tous à l'école, qu'on réussisse tous nos études. Elle est restée avec nous tous les soirs, à nous faire nos devoirs. Elle nous faisait faire les programmes de l'année suivante pendant l'été. Enfin, voilà, c'était un vrai travail hein, de combattante qu'elle a mené. Et je crois que grâce à cet amour de mes parents et je dirais aussi cette énergie très positive qui dégage, euh, alors soit on n'a pas vu les obstacles ou les ondes négatives autour de nous, autour de notre confession, soit on les a vraiment pas vécues. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'en avoir beaucoup souffert. Alors évidemment, on vit de la discrimination au quotidien et je minimise pas du tout, je minimise pas du tout cette souffrance qui existe chez de nombreuses femmes voilées et que je soutiens et pour lesquelles je me bats aussi. Mais personnellement, je crois vraiment que j'ai eu la chance de peu la côtoyer ou alors peut-être d'une manière un peu moins violente que pour d'autres personnes. C'est vrai que moi, ayant beaucoup côtoyé les milieux de la musique classique, je pense que cette violence, cette discrimination, elle se fait de manière très diplomate, très subtile, avec des mots et des regards, même s'ils sont peut-être aussi violents que des paroles parfois, mais avec lesquels je dirais si c'est possible, je me suis habituée. Très souvent, oui. La plus récente, c'était lors d'un concours, bon, je ne dirais pas lequel, un concours prestigieux en France, où j'ai demandé les retours des membres du jury à la fin. Et il y avait deux jurys qui étaient époux et épouses. Et le jury principal était l'époux. Ce monsieur, qui est aussi une personnalité reconnue, a salué mon travail et ma voix en disant qu'il avait souhaité que je sois lauréate du concours. Mais que ça n'était pas passé. Il m'a encouragée à continuer, à repasser le concours. Et il m'a demandé quelle était la signification de mon voile. Je lui ai parlé de ma culture, de mon identité, de ma personnalité. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai, c'est ce que c'est. C'est une identité plus qu'une question de confession. C'est qui je suis aujourd'hui. Et il a vraiment tout de suite compris et s'est inscrit dans mon mode de pensée. Et voilà, il l'a accepté et puis il souriait. Et quand il s'est un peu éloigné, son épouse, qui parlait, elle, parfaitement français, parce que lui était étranger, me dit mais pourquoi est-ce que pour les autres airs que vous avez présentés, vous n'avez pas enlevé votre turban? Je lui dis parce qu'il fait partie de moi, en fait, je ne l'enlèverai pas. Et elle m'a dit ah oui mais bon c'est dommage parce que bon des sopranes on en a 550 000 derrière donc si on a envie d'en prendre une on va pas prendre celle avec qui on va s'enquiquiner parce qu'elle ne veut pas l'enlever pour une production. On aurait voulu vous voir sans, comme ça on savait qu'on pouvait vous prendre vous engager sur une production si c'était d'accord pour vous. Non, je ne l'enlève pas. Après, il y a des. Voilà, s'il faut porter une perruque que je peux mettre au-dessus de mon turban, etc., ça c'est à réfléchir. Mais l'enlever, non. C'est-à-dire montrer mes cheveux et apparaître. Voilà, non. Il y a une formidable opportunité qui est proposée par l'Opéra de Montpellier, qui s'appelle les scènes ouvertes de l'opéra, et qui propose en fait à tous les musiciens, amateurs ou professionnels, d'avoir la salle Molière pour eux lors d'une après-midi, donc bon, à peu près 10-15 minutes par musicien qui est proposé. Et l'année dernière, j'ai fait ça à 2 reprises, je crois.
Et là, malheureusement, la date qui est proposée en décembre est une date à laquelle je vais chanter à Paris déjà. Donc ce sera pour le mois de mars, 21 mars je crois, je chanterai à Montpellier. Après, je chante régulièrement dans le cadre du conservatoire, les concerts du conservatoire. Donc, par exemple, l'année dernière, il y avait le projet West Side Story où on a fait quand même 2 représentations. J'ai chanté aussi avec le chœur de Caroline Golon. Là, il y a le chœur aussi de Caroline Comola. Donc, il y a quand même plusieurs concerts qui vont être prévus. J'essaye aussi de tenter les petites scènes un peu fermées dans des lieux plus intimistes comme la Gazette Café ou le Dôme. Je sais par contre là qu'il y a de la demande et qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance. Donc j'ai fait des demandes l'année dernière, on verra. Oui, pourquoi pas, j'aimerais beaucoup. Je salue souvent les initiatives donc, de l'Opéra de Montpellier qui propose par exemple aux invités, au public qui ne connaît pas bien le monde de la musique classique, de se présenter dans la fosse de l'orchestre avec les musiciens pour pouvoir les entendre jouer. Moi, quand j'ai vu ça, c'est la première fois que je voyais ça en France. Et ayant fait du violon et une pratique d'orchestre pendant mes années universitaires, je trouve que la pratique d'orchestre est une des plus belles pratiques musicales qui soit. Vraiment, c'est là où j'ai le plus appris humainement et musicalement. Être à l'écoute des autres, à l'écoute du chef. Et de voir qu'à Montpellier, on a proposé cela alors que je l'avais vu dans aucun orchestre avant, j'ai trouvé ça merveilleux. Alors voilà, j'aimerais, oui, pourquoi pas, chanter au sein de cet opéra si j'en avais l'occasion. Merci à vous, merci à toute l'équipe. La 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 la.